Dans le glaçant silence d'un hiver du Montana, un ancien Navy SEAL ouvrit sa porte de cabine et se figea. À ses pieds gisait un des bergers allemands éparpillés dans la neige, immobile, saignant, abandonné. Il connut une vérité instantanément. S'il fermait cette porte, ils seraient tous morts d'ici le matin. Et s'il l'ouvrait, sa vie ne serait jamais la même à nouveau. Si cette histoire toucha votre cœur, s'il vous plaît, laissez un commentaire nous disant la ville d'où vous regardez. Hiver précoce s'était installé sur les montagnes de l'ouest du Montana, avec une autorité tranquille qui ne s'annonça pas avec drame. Mais au lieu pressa lentement jusqu'à ce que la terre se rendit au silence, le genre de froid qui fit le son voyager plus loin et les pensées s'attarder plus longtemps. Neige dérivait constamment à travers les grands pins, entourant une cabine en bois solitaire en retrait de la route, adoucissant le monde en nuances de blanc et de gris, comme si le temps lui-même avait ralenti pour regarder ce qui arriverait ensuite. Jack Thompson avait choisi cet endroit précisément à cause de ce silence. Il était un ancien Navy SEAL, 42 ans vieux, grand et puissamment bâti avec de larges épaules, qui portait encore la posture de discipline militaire, même des années après avoir quitté le service actif. Son visage était défini par des angles vifs et un calme usé par le temps. Une mâchoire forte assombrie par une barbe non taillée qui parlait moins de négligence que d'indifférence, et ses cheveux, une fois gardés en précision réglementaire, avaient poussé légèrement plus longs et striés de gris précoce aux tempes. Ses yeux étaient un bleu acier sourd, stable et vigilant, les yeux d'un homme entraîné à remarquer des détails que d'autres manquaient, pourtant lesté par des souvenirs qu'il ne parla jamais à voix haute. Autour de la ville, les gens décrivaient Jack comme poli mais distant, respectueux mais inatteignable. Un homme qui hochait la tête au lieu de saluer de la main, payait en espèces, réparait son propre camion et évitait les conversations qui déviaient vers quoi que ce soit de personnel. Cette distance n'avait pas toujours été là. Elle avait été sculptée en lui par la perte. Des années plus tôt, pendant que Jack était déployé outre-mer, sa femme Lisa était morte dans un accident de voiture sur une autoroute glissante de pluie. Sa petite berline frappée par un camion qui perdit le contrôle en un instant, qui réécrivit sa vie pour toujours. Lisa avait été chaude et ouverte là où Jack était réservé. Une petite femme avec une peau bronzée par le soleil, des cheveux blonds doux habituellement attachés en queue de cheval lâche et un sourire qui portait une discrète réassurance, le genre qui faisait que les gens se sentaient vus. Sa mort le creusa de manière que le combat n'avait jamais. Leur fils Ethan avait eu 16 ans à l'époque, grand et mince avec des cheveux sable et des yeux trop vieux pour son âge. Un garçon déjà luttant pour comprendre un père qui rentrait à la maison physiquement intact mais émotionnellement scellé. Jack croyait que le silence était force, que porter la douleur seule était une forme de protection. Mais Ethan entendit seulement l'absence. Arguments restèrent non résolus. Mots non dits durcirent en distance. Et en 2 ans, Ethan partit. D'abord pour la maison d'un ami, puis pour du travail hors de l'État, et finalement dans une vie que Jack suivait seulement par des mises à jour de seconde main et des lettres sans réponse. La croyance qu'il avait échoué à la fois comme mari et comme père s'installa dans les os de Jack, le convainquant que l'isolement n'était pas juste plus sûr, mais mérité. Ce matin-là, l'air dehors se sentait plus lourd que d'habitude, le genre de froid qui rampait sous la peau et dans la pensée. Jack monta sur le porche pour vérifier la ligne du générateur, ses bottes craquant dans la neige fraîche, souffle s'élevant en lents nuages. Il avait à peine fait 2 pas quand son corps s'arrêta avant que son esprit ne puisse rattraper. À la base du porche, éparpillé inégalement sur le sol couvert de neige, gisaient des formes qui n'appartenaient pas au paysage. Grandes formes sombres, partiellement enterrées par la neige dérivante, leurs contours faux d'une manière que l'instinct reconnut immédiatement. Berger allemands, 6, peut-être 7 d'entre eux, allongés comme s'ils laissaient tomber sans soin, leurs épais manteaux de travail raides de givre, oreilles aplaties, membres à des angles non naturels. Pour un moment, Jack resta parfaitement immobile,
une immobilité de combat familière s'installant sur lui alors que son cerveau cataloguait ce qu'il voyait sans émotion. Puis il remarqua le sang, foncé, presque noir, où il avait gelé dans la neige près de l'épaule d'un chien. Le flanc d'un autre emmêlé et décoloré sous la glace. Ce n'étaient pas des chiens errants, c'étaient des chiens de travail, corps disciplinés, maintenant réduits au silence. Jack s'approcha lentement. Main ouverte à ses côtés, yeux scannant pour des signes de piège ou de menace. Le chien le plus proche, un grand mâle avec un museau grisonnant qui suggérait âge et expérience, gisait sur son flanc, côte bougeant à peine sous la lourde fourrure. Jack s'agenouilla, brossant la neige du visage du chien, et sentit sa poitrine se serrer quand les yeux de l'animal papillonnèrent ouverts. Ils étaient d'ambre, ternis par la douleur et l'épuisement, mais focalisés, se fixant sur Jack avec une intensité qui coupa droit à travers des années de distance émotionnelle pratiquée. Il n'y avait pas d'agression, pas de grognement dicté par la peur, seulement une conscience brute, suppliante, qui reflétait quelque chose que Jack reconnaissait trop bien. Il avait vu ce regard auparavant chez de jeunes soldats se vidant de leur sang sous des cieux étrangers. Le regard qui demandait une chose sans mots. Ne me laissez pas ici. Une rafale de vent balaya la clairière, portant avec elle une faible acuité chimique sous l'odeur métallique de sang, quelque chose qui n'appartenait pas à la nature. Quelqu'un avait fait ceci délibérément, mais la colère pouvait attendre. Le choix ne le pouvait pas. Il pouvait fermer la porte, se retirer dans la sécurité de l'isolement, se dire que ce n'était pas sa responsabilité. Il avait fait cela une fois auparavant. Debout dans un couloir d'hôpital trop loin pour dire au revoir, debout dans sa propre maison, incapable d'atteindre son fils. Le coût de la distance avait déjà été payé et il avait tout pris. Jack ôta sa lourde veste, celle qu'il portait par habitude plus que pour la chaleur, et la drapa sur les épaules du chien le plus proche. L'animal frissonna faiblement, narines s'évasant alors que chaleur et odeur humaine l'atteignaient. Jack se pencha plus près, voix rauque et basse, inhabituelle à la douceur. « Allez », il murmura, les mots émergeant comme une confession plutôt qu'un ordre. « Vous ne mourrez pas ici. » Il glissa ses bras sous la poitrine du chien, sentant le poids mort des muscles raidis par le froid et traînant le corps soigneusement vers lui. L'effort brûlait ses épaules, neige trempant ses jeans, mais il ne s'arrêta pas. Pas après pas, souffle après souffle, il porta le premier berger allemand les marches du porche, poussa la porte ouverte avec son épaule et traversa le seuil dans la chaleur de la cabine, scellant la tempête dehors et marquant le moment où sa vie tranquillement, irrévocablement changea. La chaleur à l'intérieur de cette cabine se sentait fragile, comme si elle pouvait disparaître à tout moment, maintenue ensemble seulement par le faible crépitement du poêle à bois et la détermination constante de Jack Thompson, alors qu'il posait le berger allemand soigneusement sur une épaisse couverture de laine près du foyer. Dehors, le vent pressait contre les murs de rondins avec une force renouvelée, neige griffant aux fenêtres comme des doigts invisibles. Mais dedans, le temps se réduisit au lent soulèvement et abaissement de la poitrine du chien. Jack bougea avec un calme qui ne venait pas de la paix, mais d'une longue habitude, le genre forgé dans des zones de combat où l'hésitation coûtait des vies. Il s'agenouilla à côté de l'animal, roulant en arrière la fourrure raide avec des mains gantées, son front se serrant alors que ses yeux entraînés captaient des détails que la plupart des gens manqueraient. Sous le manteau dense, la peau autour de la blessure était décolorée d'une manière que le sang seul ne pouvait pas expliquer. Les bords s'assombrirent et se cloquèrent comme si brûlés de l'intérieur vers l'extérieur. Près du flanc du chien, il trouva une petite marque de perforation trop précise pour être le résultat d'une morsure ou d'un accident, entourée de chair légèrement rougie qui portait une odeur chimique piquante. Jack exhala lentement par son nez. Ce n'était pas l'œuvre de la nature sauvage, c'était délibéré. Il enleva ses gants et pressa 2 doigts doucement contre le cou du chien, comptant le pouls faible, puis déplaça son attention vers les autres toujours couchés dehors.
Enfilant un manteau plus lourd, il retourna dans la tempête, ses bottes s'enfonçant profondément dans la neige fraîche, et travailla méthodiquement, traînant chaque chien un par un sur le porche. Certains étaient plus jeunes, leur manteau d'un riche noir et feu, yeux fermés serrés comme si refusant de témoigner de leur propre souffrance, tandis qu'une femelle plus âgée avec une oreille cicatrisée et un museau sel et poivre remua faiblement quand il brossa la neige de son visage, son souffle peu profond, mais têtu. Alors que Jack les déplaçait, il remarqua que le sol sous la neige n'était pas intact. Près de la lisière des arbres, où les congères étaient plus minces, de profondes impressions coupaient à travers le blanc, l'empreinte unmistakable de pneus de camions lourds partiellement remplis par la neige fraîche. Il suivit les traces avec ses yeux jusqu'à ce qu'elles disparaissent dans la route forestière au-delà de sa clairière, sa mâchoire se serrant alors que la vérité prenait forme dans son esprit. Quelqu'un avait amené ces chiens ici ou les avait abandonnés ici après les avoir utilisés pour quelque chose qu'il n'était jamais censé endurer. De retour à l'intérieur, Jack travailla rapidement, déchirant des bandes propres d'une vieille chemise en flanelle pour bander les blessures, utilisant de l'eau chaude pour faire fondre la glace de la fourrure, ses mouvements efficaces et contrôlés. Le travail le tira dans un espace mental familier, un où le chagrin et la mémoire reculaient derrière la concentration. Alors qu'il pressait du tissu contre l'épaule saignante d'un chien, son esprit revint à un autre hiver il y a longtemps, agenouillé dans la neige à l'autre bout du monde, main glissante de sang qui n'était pas le sien, promettant à un jeune homme qu'il irait bien, même quand tous deux savaient que cette promesse était un mensonge. Le poêle claqua bruyamment, le ramenant au présent, juste au moment où un coup sec frappa la porte de la cabine, soudain et incertain et moitié perdu sous le hurlement du vent. Jack se figea, chaque muscle se serrant, sa main se déplaçant instinctivement vers le lourd tisonnier, en fer penché près du foyer. Un autre coup suivit, plus faible cette fois, accompagné d'une voix étouffée, presque avalée par la tempête. Il s'approcha de la porte avec prudence et l'ouvrit juste assez pour regarder dehors. Une femme se tenait sur le porche, penchée légèrement en avant contre le vent, son manteau poudré de blanc, cheveux noirs s'échappant à une mèche lâche de dessous, un bonnet tricoté tiré bas sur ses oreilles. Elle semblait être dans ses fins trentaines, de taille moyenne, mince, mais forte d'une manière pratique, avec une peau pâle rougie par le froid et des yeux noisettes vifs qui tenaient à la fois épuisement et résolution. Son nom, elle dit rapidement, était Mary Collins. Elle était une infirmière vétérinaire d'une petite clinique 2 villes plus loin, veuve 3 ans plus tôt quand son mari, un pompier forestier, fut tué quand un vent changeant piégea son équipe. Cette perte avait gravé une calme constance dans sa manière, un refus de paniquer, même quand la peur pressait de près. Elle avait conduit vers une station de garde forestier abandonnée pour vérifier des rapports d'animaux sauvages blessés quand la tempête empira et sa voiture glissa hors de la route, la forçant à continuer à pied vers la seule lumière qu'elle avait vue pendant des miles. Jack l'étudia pour un long moment, puis s'écarta et la laissa entrer. L'odeur d'antiseptique et de froid la suivit dans la cabine alors qu'elle enlevait ses gants et remarqua immédiatement les chiens. Elle ne haleta pas ou ne recula pas. Au lieu, elle s'accroupit à côté du berger le plus proche, ses mouvements confiants, son expression se resserrant avec inquiétude alors qu'elle examinait les blessures. « Ce ne sont pas des blessures normales », elle dit doucement, faisant écho à la propre conclusion de Jack, ses doigts traçant les bords brûlés avec un soin pratiqué. De son sac médical usé, elle produisit de la gaze, du sérum physiologique et une petite lampe de poche, travaillant aux côtés de Jack sans demander permission. Leur silence confortable, intentionnel. Alors qu'il travaillait, Mary parla à voix basse, attentive à ne pas effrayer les animaux. Elle lui raconta des rumeurs qu'elle avait entendues de trappeurs et de travailleurs forestiers à propos de vieux chiens policiers et de chiens de travail militaire disparaissant
après avoir été vendus ou retirés, à propos de chuchotements de drogue d'endurance expérimentale et de tests au marché noir. Pas de preuves, juste des schémas, elle dit, mais assez pour la rendre mal à l'aise. Jack écouta, le poids dans sa poitrine s'approfondissant parce que les pièces s'ajustaient trop proprement avec ce qu'il voyait. Dehors, le vent s'intensifia, la neige épaississant jusqu'à ce que le monde au-delà des fenêtres se brouille en néant. À un moment, Mary s'arrêta et regarda directement Jack. Vraiment le regarda comme si mesurant quelque chose sous son silence. Elle vit la fatigue dans les lignes autour de ses yeux, la retenue dans sa posture, la façon dont il parlait aux chiens comme s'ils étaient des compagnons soldats plutôt que des animaux. Elle le reconnut parce qu'elle portait quelque chose de similaire, le chagrin silencieux de quelqu'un qui avait aimé profondément et perdu sans avertissement. Si vous vous détournez maintenant, elle dit doucement, sa voix stable malgré la tempête faisant claquer les murs, vous le regretterez pour le reste de votre vie. Jack ne répondit pas tout de suite. Il se leva et se déplaça vers la fenêtre, regardant dehors dans le blanc tourbillonnant. Pour une brève seconde, il crut voir un mouvement près de la lisière des arbres, une forme sombre là où il n'aurait dû y avoir aucune. Puis ce fut parti, avalé par la neige. Il resserra sa prise sur le cadre de la fenêtre alors que le vent hurlait plus fort, la tempête s'épaississant comme si se refermant autour de la cabine, et quelques SW par au-delà des murs, des yeux invisibles regardaient déjà. Nuit arriva sans cérémonie, le genre qui ne tomba pas tant que se referma, resserrant le monde autour de la cabine jusqu'à ce que la tempête et l'obscurité se sentent comme une seule présence respirante. Neige frappa les fenêtres plus fort maintenant, poussée de côté par le vent, et les arbres au-delà de la clairière gémirent et s'inclinèrent comme si avertissant tout être vivant de rester caché. À l'intérieur, les bergers allemands gisaient groupés près du poêle, leur respiration inégale mais plus stable qu'avant, tandis que Jack Thompson se tenait à la petite table, vérifiant le dernier bandage avec le même soin qu'il réservait autrefois à des coéquipiers blessés. Mary Collins venait de finir de nettoyer ses mains quand un son les atteignit à travers la tempête. Faible, mais faux. Pas le vent ou des branches qui bougent, mais le craquement de bottes se déplaçant avec un but. La tête de Jack se leva instantanément, chaque instinct aiguisé par des années qui ne le quittèrent jamais vraiment. Il fit signe à Mary de reculer d'un seul doigt levé et se déplaça vers la fenêtre, s'orientant de sorte que la lumière de l'intérieur ne le trahirait pas. À travers la neige tourbillonnante, il vit 3 figures approchant de la lisière des arbres. Leurs contours sombres et délibérés. Ils n'étaient pas perdus. Ils venaient ici. Le premier homme était grand et trapu, épaules voûtées contre le froid sous une veste de cuir usé, son visage partiellement obscurci par un bonnet tricoté tiré bas. Mais quand il s'approcha, la lumière du feu attrapa ses traits assez longtemps pour que Jack voie le nez émoussé et le lourd sourcil de quelqu'un habitué à forcer son chemin à travers les problèmes. C'était Grant Miller, mi-quarantaine, avec une barbe qui poussait inégalement autour de vieilles cicatrices et un tempérament façonné par des années de travail criminel de petite envergure après avoir été renvoyé d'une firme de sécurité privée pour usage excessif de la force. Un homme qui confondait intimidation et autorité. Derrière lui vint une figure plus mince, plus jeune, nerveuse dans ses mouvements, son visage pâle presque translucide sous la neige s'accrochant à sa capuche, yeux dardant constamment comme si attendant une punition de toutes les directions. Son nom était Lucas Reed, à peine 30 ans, un vagabond entraîné dans un sale travail par la dette et de mauvais choix, sa conscience plus silencieuse que sa peur. Le troisième homme resta légèrement à part, plus large de la poitrine, sa posture contrôlée et économique, le genre qui suggérait un entraînement, sa mâchoire rasée de près et anguleuse, yeux plats et observateur. Son nom était Thomas Hale, ancien policier militaire, démis des années plus tôt, après une opération bâclée,
qui laissa un civil blessé et son propre sens du bien et du mal déformé en quelque chose d'étroit et d'égoïste. Jack recula de la fenêtre juste au moment où un coup fort frappa la porte, non pas hésitant comme l'arrivée de Mary, mais vif et exigeant. Avant qu'il ne puisse répondre, la voix de Grant coupa à travers le vent, épaisse de fausse politesse. « Soir, il appela, nous sommes ici pour collecter ce qui nous appartient. » La mâchoire de Jack se serra. Il se positionna entre la porte et les chiens, son corps élargissant inconsciemment sa posture, épaules carrées comme elle l'avait été d'innombrables fois auparavant. « Vous avez le mauvais endroit, » il répondit calmement, sa voix portant un calme qui n'invitait pas à l'argumentation. Il y eut un court rire de l'extérieur, suivi par le raclement de verre contre bois, alors que Grant soulevait quelque chose à la vue à travers la fenêtre. C'était une bouteille bourrée de tissu, le chiffon déjà brûlant malgré la neige flamme sifflant avec colère. Mary inspira brusquement, sa main volant à sa bouche. Mais avant qu'elle ne puisse parler, la bouteille vola, s'écrasant contre le mur de la cabine avec un craquement humide. Feu fleurit instantanément, léchant le long des rondins secs, fumée poussant à travers les joints alors que la chaleur montait en flèche. Un des bergers allemands, la femelle plus âgée à l'oreille cicatrisée, se força à se redresser, jambes tremblantes, et libéra un aboiement rauque qui coupa à travers le chaos, un avertissement né de la loyauté plutôt que de la force. Jack bougea sans réfléchir, attrapant le tisonnier pour faire tomber le chiffon brûlant, piétinant la neige contre les flammes où il le pouvait, mais le feu se propagea plus vite qu'il ne pouvait le contenir. Un coup de feu retentit, le son assourdissant dans l'espace confiné, la balle déchirant une fenêtre et s'encastrant dans le mur du fond. Mary cria et se baissa alors que le verre se brisait, et Jack bondit en arrière vers les chiens, les serrant avec ses bras, les protégeant avec son corps comme il avait autrefois protégé des hommes de la moitié de son âge. Fumée s'épaissit, mordant leurs yeux et leurs gorges, et Jack sut que la cabine ne tiendrait pas. « Nous partons !» il aboya. Sa voix de commandement refaisant surface malgré lui-même, il passa un bras sous la poitrine du berger le plus proche, tirant le chien vers la porte arrière, tandis que Mary attrapait des laisses et des couvertures avec des mains tremblantes mais déterminées. Un autre coup craqua dehors, suivi par la voix de Thomas, plus froide que celle de Grant, les avertissant de bouger plus vite et d'arrêter de perdre du temps. Jack ouvrit la porte arrière d'un coup de pied, la nuit se précipitant avec un froid brutal, et un par un ils titubèrent dans la forêt, les chiens boitant et à moitié traînés mais bougeant, poussés par l'instinct et l'homme qui refusa de les abandonner. Le feu rugit derrière eux, consommant un coin de la cabine, éclairant la clairière d'un orange violent, alors que Grant criait des malédictions, et Lucas hésita, la terreur brisant finalement son obéissance. Plus profond parmi les arbres, la neige étouffa le son, branches déchirant la veste de Jack et le manteau de Mary alors qu'ils avançaient jusqu'à ce que leurs poumons brûlent. Quand ils s'effondrèrent finalement dans un creux, abrités par d'épais pins, la lueur des feux, distante et atténuée, les chiens rassemblés près, pressant leur corps contre Jack et Mary pour chaleur et protection. Un cercle silencieux formé par la confiance plutôt que le commandement. La respiration de Mary vint par tiraillements irréguliers, son visage strié de suie et de larmes qui gelèrent presque aussitôt qu'elles tombèrent. Après un moment, elle parla, sa voix à peine plus forte que le vent, confessant la vérité qu'elle avait portée seule pendant des années. Elle raconta à Jack l'enfant qu'elle avait perdu avant la naissance, une petite fille qu'elle avait déjà nommée, emportée par des complications qui laissèrent son corps intact, mais son cœur altéré de façon permanente. Sauver des animaux, elle dit, avait été la seule manière qu'elle connaissait pour continuer à être une mère pour quelque chose qui avait besoin d'elle. Jack écouta, sa gorge se serrant, et quand il parla finalement, ses mots sortirent rudes et sans protection. « J'ai échoué mon fils. » Il dit simplement, l'aveu lourd, mais honnête,
porté dans la nuit comme une offrande. Les chiens se rapprochèrent, l'un d'eux reposant sa tête massive contre le genou de Jack, yeux à moitié ouverts, mais vigilants. Jack regarda autour le petit cercle de vie dépendant de lui, la forêt se refermant mais plus hostile, et il plaça une main sur le cou du berger le plus proche, sentant la chaleur fragile. À partir de maintenant, il murmura, sa voix stable malgré la fumée et la peur toujours accrochées à lui. Vous êtes sous ma protection. Matin vint lentement à la forêt, non pas avec chaleur, mais avec une lumière pâle et fragile qui filtrait à travers les branches lourdes de neige, révélant les dégâts laissés derrière par la nuit. De leur abri parmi les pins, Jack Thompson regarda la fumée dériver faiblement au-dessus des arbres, où sa cabine se tenait blessée mais non détruite. Son coin noirci un rappel saisissant que se cacher n'était plus une option. Les Bergers allemands gisaient éparpillés autour du creux, leurs corps pressés dans la neige pour chaleur, respirant plus calmement maintenant, yeux suivant les mouvements de Jack avec une confiance tranquille. Mary Collins se leva raidement à côté de lui, ses cheveux foncés, emmêlés et striés de cendre. Son visage tiré mais résolu, le genre de résolution qui venait de quelqu'un qui avait déjà trop perdu pour se permettre de détourner le regard à nouveau. Jack prit la décision rapidement, avec la même clarté qu'il avait guidé au combat, et ensemble ils commencèrent le processus prudent de retourner vers la route où le service cellulaire pourrait atteindre à travers les montagnes. En fin de matinée, ils trouvèrent un signal faible mais suffisant, et Jack fit l'appel qu'il avait évité toute sa vie. Autorité fédérale. Sa voix était stable alors qu'il rapportait l'attaque. Les chiens, les brûlures chimiques, les traces de camions, les coupes de feu. Chaque détail présenté avec précision. En quelques heures, des véhicules non marqués commencèrent à arriver au bord de la forêt. Hommes et femmes sortant dans la neige avec une urgence mesurée. Les menants étaient l'agent spécial Daniel Reeves, un homme dans ses débuts de cinquantaine avec une corpulence mince, des cheveux gris coupés courts et un visage gravé de lignes gagnées par des décennies de travail d'enquête plutôt que par l'âge seul. Reeves se comportait avec une autorité calme, ses yeux vifs mais non pas méchants, les yeux de quelqu'un qui écoutait plus qu'il ne parlait. Il examina la cabine, les marques de brûlure, la fenêtre brisée, la douille usée. Jack s'était remis de la neige et puis tourna son attention vers les chiens, s'agenouillant sans hésitation pour inspecter les blessures. Ce qu'il vit confirma les peurs de Jack. En quelques jours, l'enquête se déroula rapidement. Preuves liaient les attaquants à une compagnie de sécurité privée, opérant sous une image publique propre, une firme qui se spécialisait dans la recherche d'amélioration de la performance et d'acquérir discrètement des chiens de travail policiers et militaires à la retraite par l'intermédiaire d'acheteurs de Shell. Ces chiens, autrefois serviteurs loyaux, avaient été réaffectés comme sujets de test pour des drogues d'endurance illégales destinées à l'application humaine. Plus les agents creusaient, plus la vérité devenait laide. Un entrepôt à la périphérie d'une zone industrielle voisine fut identifié, légèrement gardé, mais rempli d'équipements, de cages et de registres qui documentèrent la souffrance avec un détachement clinique. Quand les équipes fédérales intervinrent, le raid fut rapide et décisif. À l'intérieur de l'entrepôt, des rangées de chenilles tenaient des chiens dans divers états de faiblesse, certains à peine capables de se tenir debout, d'autres déjà partis. Vétérinaires travaillèrent aux côtés des agents pour sédater, soulever et transporter les survivants. Leurs voix douces, leurs mains sûres. Mary était là, se déplaçant parmi eux avec une efficacité pratiquée, ses yeux brillants de larmes. Elle ne se donna pas la peine de se cacher alors que chaque animal était transporté dehors dans la lumière froide du soleil et dans des véhicules de secours en attente. Nouvelles voyagèrent plus vite que Jack ne s'y attendait. Dès l'après-midi suivant, la petite ville la plus proche de sa propriété bourdonnait de conversations chuchotées et d'incrédulité ouverte. Les gens qui avaient autrefois considéré Jack comme un vétéran étrange et distant
prononçait maintenant son nom avec un ton différent, un teinté de respect. Au dîner local, où il mettait rarement les pieds, quelqu'un avait épinglé un panneau manuscrit près de la caisse appelant à des dons pour aider les chiens sauvés. L'église à clocher blanc modeste de la ville, dirigée par le pasteur William Harris, un homme grand et doux à la soixantaine avec des cheveux clairsemés et des yeux bienveillants façonnés par des décennies de service discret, ouvrit ses portes pour une collecte de fonds. Le pasteur Harris parla clairement de la chair, rappelant à la congrégation que la compassion n'était pas sélective et que protéger les vulnérables, qu'ils soient humains ou animaux, était une responsabilité partagée par tous. Enveloppes se remplirent rapidement, même fouillant les poches sans y être invité. Pour Jack, l'attention était inconfortable, mais elle portait une chaleur qu'il n'avait pas sentie depuis des années, un sentiment d'appartenance qu'il s'était convaincu n'était plus destiné à lui. Tard cet après-midi-là, alors que la lumière du soleil perçait les nuages et touchait la clairière près de la cabine, Jack s'assit sur les marches du porche, regardant les bergers allemandes se reposer ensemble pour la première fois sans tension enroulée dans leur corps. Un par un, ils s'étirèrent dans la neige, leurs lourdes têtes tombant sur leurs pattes, yeux se fermant dans quelque chose proche de la paix. Un coursier fédéral arriva tranquillement, remettant à Jack une seule enveloppe, ses bords usés, son nom écrit d'une main familière mais plus tremblante. Jack le reconnut instantanément, son souffle se coupant alors que ses doigts traçaient les lettres. Dedans était une courte lettre écrite sans fioriture ou accusation, juste de simples mots de son fils, Ethan Thompson. Ethan écrivit qu'il avait vu la couverture médiatique alors qu'il était stationné hors de l'État, qu'il avait reconnu la cabine, les chiens, et l'homme qu'il appelait toujours père, malgré les années de silence. Il écrivit qu'il ne savait pas si Jack voudrait avoir de ses nouvelles, mais qu'il voulait que Jack sache qu'il était vivant, qu'il avait souvent pensé à rentrer à la maison, et que peut-être, si la porte était encore ouverte, il aimerait essayer. Les mains de Jack tremblèrent alors qu'il pliait la lettre, émotion montant vite et inconnue dans sa poitrine. Il regarda les chiens, la lumière du soleil scintillant sur leurs manteaux, la forêt silencieuse enfin, et pour la première fois depuis très longtemps, le futur ne se sentait pas comme une étendue vide de neige. Une année remodela la terre autour de la vieille cabine de manière que Jack Thompson n'aurait jamais pu imaginer, adoucissant non seulement la cicatrice laissée par le feu, mais les bords plus durs qu'il avait portés en lui-même pendant des décennies. Où des rondins noircis marquaient autrefois une nuit violente, une nouvelle structure se tenait maintenant au bord de la forêt, construite de bois pâle et de pierres recueillies avec l'aide de voisins qui avaient autrefois gardé leur distance. Le panneau à l'entrée était simple, peint à la main et stable dans son message. Deuxième veille, sauvetage de chiens de travail. Jack aimait le nom parce qu'il parlait de choses que les gens reconnaissaient rarement, aux heures tranquilles après la bataille, quand la veille était toujours tenue, et le devoir ne finissait pas simplement parce que le danger était passé. L'installation était modeste, non pas un lieu de cage et de béton, mais des enclos ouverts, des granges chaudes, et de larges étendues de terre où les bergers allemands se déplaçaient librement, leur corps puissant non plus tendu de douleur, mais vivant avec un but à nouveau. Jack les entraînait chaque matin, sa haute silhouette se déplaçant parmi eux avec une autorité calme, sa voix ferme mais douce, guidant plutôt que commandant. Les chiens répondaient non par peur mais par confiance, leurs oreilles se levant au son de ses pas, queue balayant l'air alors qu'ils le suivaient à travers l'herbe saupoudrée de givre. Mary Collins supervisait leurs soins avec un dévouement inlassable. Sa silhouette mince souvent penchée sur un presse-papier ou agenouillée à côté d'un chien dans le besoin. Ses cheveux foncés maintenant striés légèrement de gris. Elle ne se donna plus la peine de se cacher, ses yeux noisettes brillants d'une paix qui s'était autrefois sentie inatteignable. Chagrin n'avait pas disparu de sa vie, mais il avait trouvé une place pour se reposer, transformée en but alors qu'elle traitait des blessures,
surveillait le progrès et parlait doucement à chaque animal comme s'il leur rappelant qu'ils étaient en sécurité maintenant. La ville avait changé aussi. Où la suspicion vivait autrefois, la fierté avait pris racine, dont arrivaient régulièrement certains modestes, certains étonnamment généreux, et des bénévoles se présentaient sans être demandés. Parmi eux était Ruth Parker, une institutrice à la retraite dans ses débuts de 70 ans, grande et mince avec des cheveux argentés, tenus soigneusement tressés dans son dos, sa peau ridée par des années de soleil du Montana et de rire. Ruth passait ses après-midi à lire à voix haute à des chiens en convalescence, croyant fermement que des voix calmes aidaient à guérir des cœurs effrayés. Et elle disait souvent à Jack que regarder les bergers se reposer à l'ombre lui rappelait que l'âge chez les humains et les animaux de même n'était pas une faiblesse, mais une force tranquille. Les chiens eux-mêmes étaient devenus des symboles de résilience. La femelle plus âgée à l'oreille cicatrisée se déplaçait maintenant avec confiance, son museau grisonnant levé fièrement alors qu'elle supervisait les plus jeunes, tandis qu'un mâle à la poitrine large que Jack nomma Ranger, autrefois le plus faible du groupe, courait le périmètre avec un sérieux joyeux, son manteau brillant au soleil. Un après-midi chaud, touché par l'odeur de pain et de terre, Jack se tenait près du terrain d'entraînement, regardant les chiens s'installer dans l'herbe, leur corps détendu, leurs yeux à moitié fermés, et pour la première fois il se permit de croire que cette paix pourrait durer. Le son d'un véhicule approchant attira son attention, et quand il se tourna, son souffle se coupa. Un camion de pompiers rouge roula lentement sur l'allée de gravier, lumière du soleil clignotant contre sa surface polie. La porte s'ouvrit et un homme descendit, grand et solidement bâti, sa posture familière d'une manière qui frappa Jack comme un coup physique. Ethan Thompson se tenait là, ses cheveux sable coupés courts, son visage plus mince et plus marqué par le temps que Jack ne se souvenait, de faibles cicatrices traçant sa joue et sa mâchoire, marque laissée par une vie passée à courir vers le danger plutôt que loin de lui. Il portait l'uniforme d'un pompier, le tissu usé doux par l'usage, et ses yeux, le même bleu acier que ceux de Jack, cherchaient l'espace devant avec une espoir prudente. Le temps se replia sur lui-même alors que père et fils faisaient un pas l'un vers l'autre, puis un autre, l'espace entre eux se refermant comme s'il n'avait jamais été rempli d'années de silence. Quand ils se rencontrèrent finalement, les mots leur manquèrent à tous deux. Les bras de Jack se levèrent autour d'Ethan sans réfléchir, le tirant près, ses mains agrippant le dos de la veste de son fils, comme s'il craignait qu'il ne disparaisse à nouveau. Ethan rendit l'étreinte tout aussi fortement, son front pressant brièvement contre l'épaule de son père, son souffle frissonnant une fois avant de se stabiliser. Mary se tenait à quelques pas, ses mains jointes devant elle, larmes glissant doucement sur ses joues, alors qu'elle regardait une famille se tricoter à nouveau ensemble. Les bergers allemands sentirent le changement avant que quiconque ne parle, se levant de l'herbe et s'approchant, entourant la paire avec un intérêt curieux et doux, nez poussant, queue remuant bas et lentement. Ethan rit doucement, le son surpris et sans défense, et se baissa pour gratter Ranger derrière les oreilles. Il raconta à Jack son travail, à propos de feu et de longues nuits, et la fraternité qu'il avait trouvée parmi des gens qui se faisaient une confiance les uns les autres avec leur vie. Et Jack écouta, non pas avec la retenue serrée du passé, mais avec une attention ouverte, absorbant chaque mot. Alors que le soleil plongeait vers l'horizon, peignant le ciel en ambre et rose, les chiens s'installèrent à nouveau autour de Jack, certains couchés à ses pieds, d'autres s'étirant à proximité, contents du simple acte d'appartenance. Ethan posa une main sur l'épaule de son père. Un petit geste lourd de sens, tandis que Mary leur sourit à tous deux, son expression douce et certaine. Jack regarda au-dessus de la terre les chiens, les gens qui étaient devenus sa famille, et sentit une chaleur monter dans sa poitrine
qui n'avait rien à voir avec la lumière du soleil s'estompant. Je pensais que Dieu m'avait oublié. Il dit doucement, sa voix stable, portant facilement dans l'air du soir. Mais il a juste envoyé de l'aide sur 4 pattes. Parfois, les miracles n'arrivent pas avec le tonnerre ou la lumière du ciel. Ils viennent tranquillement dans des moments quand une porte est ouverte au lieu de fermer, quand une âme blessée choisit la compassion sur la peur. Cette histoire nous rappelle que Dieu souvent travaille à travers des gens ordinaires, à travers des mains fatiguées qui toujours tendent et à travers des cœurs loyaux qui refusent d'abandonner la vie. Dans nos vies quotidiennes, nous ne faisons peut-être pas face à des blizzards ou des cabines brûlantes, mais nous sommes donnés les mêmes choix chaque jour pour aider ou pour se détourner, pour aimer ou pour protéger seulement nous-mêmes. Quand nous choisissons la gentillesse, même de petites manières, nous devenons partie d'un miracle plus grand que nous ne pouvons voir. Si cette histoire touche à votre cœur, s'il vous plaît, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'espoir aujourd'hui. Laissez un commentaire et dites-nous d'où vous regardez et abonnez-vous à la chaîne pour que vous ne manquiez pas plus d'histoires de foi, de courage et de compassion. Que Dieu vous bénisse, protège vos êtres chers et apporte paix, guérison et lumière dans